Moi, quand je suis arrivée à TF1, je faisais le maillon faible, j'étais grosse, je suis pas un mannequin, je suis pas spécialement jolie. Parce que moi, je me souviens quand j'étais petite et que je regardais le maillon faible. Je te faisais peur. Non, oui, non. Ah bah si. Non, si. Il y avait des couvertures de journaux qui m'appelaient la chienne de Buchenwald, déguisée en porc. C'est pas bah vrai. oui, j'étais pas dans les normes de la beauté et en plus j'envoyais péter les candidats. J'ai jamais eu honte de ce que j'ai fait. Comment t'as fait pour continuer à avancer avec ta confiance en toi dans ce milieu, justement? J'ai pris beaucoup de Lexomil. Oui, c'était un rôle. Donc les gens là, dans la rue, ils me traitaient de tous les noms. On me cassait mon portail. On m'a servi un jour un café dans un restaurant avec du piment et de la javel dedans. Je te crois pas. Je te jure. Les gens me hurlaient dessus dans les magasins. C'est très dur. Comment savoir si c'est le bon type qui est Est-ce que d'avoir pas normal? Bienvenue sur ma messagerie. Tu peux y laisser ta question existentielle, qu'elle soit futile ou utile. Il n'y a pas de questions bêtes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bip Sonore. Si vous ne connaissez pas Bip Sonore, c'est mon podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Honnêtement, ça nous apporte énormément de force pour continuer à vous faire des épisodes incroyables comme celui-ci. Oui, je vois l'avenir. Aujourd'hui, nous avons avec nous Laurence Boccolini. Bonjour. Il n'y a pas d'applaudissements aujourd'hui là Je m'applaudis moi-même. Voilà. Laurence Boccolini, si vous ne la connaissez pas, je pense pas que vous ne la connaissez pas, parce que c'est non. un personnage emblématique de la télévision française. c'est gentil. En vrai. Oh, bah. Elle m'a dit au début, je lui ai dit, est-ce que je peux te présenter comme ça? Elle m'a dit, j'en demande pas tant. J'ai dit, bah si. Si c'est ce que tu penses. Franchement, c'est ce que je pense vraiment du merci. profond de mon cœur. Tu as été du coup animatrice et tu as incarné des émissions iconiques pendant des années, telles que Le Maillon Faible, Money Drop. T'es comédienne, j'ai fait la première compagnie, j'ai gardé la chemise de la première compagnie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus, tu vois, j'ai fait tellement de trucs. Mais c'est-à-dire que Le Maillon Faible a duré 7 ans et Money Drop 7 ans, donc déjà ça fait long, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça fait 14 ans. Hein. Ouais, j'étais plus de 20 ans, j'étais 20 ans à TF1 quand même. C'est dingue. Ouais. En tout cas, on est ravis de te recevoir Mais moi aussi, aujourd'hui. D'ailleurs, tu lances ta chaîne YouTube. Oui, j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que, mais j'allais dire comme tout le monde, parce que tous les gens de télé, ils se disent oh, la télé c'est en train de se barrer en sucette, donc on va faire du YouTube. Mais moi j'adore YouTube depuis des années. Ah, ok. J'avais déjà une première chaîne YouTube et j'avais envie de faire des interviews, pas n'importe lesquelles. Je voulais pas interviewer des gens, juste tu vois pour dire qu'est-ce que vous avez fait, Ouais. quel est votre dernier livre. Et en fait j'ai une passion pour le parfum et les odeurs et je me suis dit je vais leur demander quelles sont les odeurs dont ils se souviennent de leur enfance, de leur première rupture, de leur premier amour. Incroyable. Et du coup, ça ouvre des interviews fabuleuses. Voilà. Bah écoute, franchement, on ira vraiment regarder, ça a l'air C'est incroyable. gentil, Mais voilà. aujourd'hui, on va répondre à une question. Ok. Qui est celle-ci? Coucou Chéra, alors moi j'avais une question pour Bip Sonore parce que en vrai j'ai l'impression que les femmes à la télé sont enfermées dans des cases très précises avec des injonctions constantes sur qui elles doivent être ou ne pas être et que les médias trafiquent parfois un petit peu cette image. Est-ce que tu penses qu'on peut quand même réussir en restant soi-même et sortir de tous ces clichés médiatiques? Merci beaucoup. Grande question. Elle est longue, la question, parce qu'il y a plusieurs trucs dans la question. C'est vrai. Que les médias, forcément, trafiquent un peu cette image, ça, tu peux rien y faire, parce que ne te demande pas ton avis. Moi, je suis la preuve vivante, encore vivante, qu'on peut rester soi-même, parce qu'on m'a jamais demandé de changer. Moi, j'ai traversé toutes ces années en étant moi-même, en faisant ce que je voulais et en ne faisant pas ce qu'on m'imposait. C'est compliqué. Hein. Après, je dis pas que c'est facile. Hein. Ouais. Mais je veux dire que si tu le veux, tu peux. Tu peux. Tu peux. Après, c'est plus facile d'obéir aux injonctions. Mais moi, je trouve que c'est de moins en moins vrai, parce que tu as quand même des filles qui ont fait des trucs extraordinaires. Pas forcément en frontline, tu vois, mais tu as des productrices, tu as des journalistes, tu as des grands reporters, tu as des femmes qui ont fait des trucs fabuleux, qui ont créé des scénaristes. Donc les femmes... Ok, on a toujours l'image de la femme très jolie, très mince, sur talons, qui présente des choses, mais c'est de moins en moins vrai. Finalement, tu regardes, il n'y a plus tellement de femmes à la télévision. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu dirais qu'elles sont invisibilisées ou on leur donne pas l'opportunité de? Je sais pas, je pense que ça a toujours été un métier d'homme. Ok. Ça, je peux pas dire le contraire. Ouais. C'est un métier d'homme. Parce que moi, quand je suis arrivée à TF1, je faisais le maillon faible. J'étais, faut le dire, hein, j'étais grosse. Je suis pas un mannequin, je suis pas spécialement jolie. Et on m'a mis dans le maillon. Enfin, on m'a mis dans le maillon. Il y avait un grand casting. Il y avait 40 animatrices qui avaient été castées. J'ai réussi ce casting et j'ai fait de cette émission un succès. Mais
comment te dire, ensuite on m'a demandé de faire des choses et moi j'ai refusé parce que tout d'un coup comme je faisais 5 millions de téléspectateurs, tu vois, c'est des Incroyable. trucs de fou. Oui, oui. On me demandait de faire tout et n'importe quoi et moi je me suis dit si je fais tout et n'importe quoi, ça va casser le rôle du maillon. Donc il faut savoir choisir, tu vois. Qu'est-ce qu'on te demandait, par On me exemple? demandait tout d'un coup, tu sais, c'est la rançon du succès. D'accord. La rançon du succès, tu le vois d'ailleurs à la télévision, quand il y a quelqu'un qui fait un truc qui marche, tout d'un coup il fait 50 trucs. Oui. Voilà. Et le public dit oh, encore lui, encore elle, oh là là, on l'a vu partout. Ouais. C'est ridicule de faire ça parce que le public est loin d'être idiot. Ah oui. Celui de YouTube comme celui de la télé, il est loin d'être idiot et quand il te voit partout, il va t'aimer. Et tout d'un coup, c'est comme si tu avais un amoureux un peu transi qui vient taper à ta porte tous les jours et tu dis c'est lourd quoi, on te voit toute la journée, c'est bon. Tu vois, je veux dire, il y a un moment, les gens, faut qu'ils aient envie de te voir. Faut pas s'imposer. Oui, Et c'est là où il faut être malin et refuser les choses. Il y a des gens qui font ça très bien. Moi, je trouve que ça, je l'ai bien réussi. Et j'aurais pu être riche. Je ne le suis pas. Mais je veux dire, on me proposait toutes les émissions qui passaient. Tu veux pas le faire? Non. Parce que je trouvais que on me voyait trop. Et du coup, j'ai su me préserver. Voilà. C'est bien d'avoir cette lucidité Il faut. en vrai. Il faut, parce que franchement, le public, il va te suivre jusqu'à un certain moment. Et à un moment, dès qu'il en a marre de toi, et ça, il y a des exemples, mais depuis, tu peux t'en citer, non, je t'en citerai pas, mais je veux dire, bon, si on les cherche, on les trouve depuis 20 ans, même plus, où les gens, tout d'un coup, il y a un désamour. Oui. Tu vois, c'est comme si... Une overdose. Ouais, quand tu vas tout le temps au même restaurant, et à un moment, tu dis, j'ai pas envie, quoi. Ouais, je vois. Voilà. Les gens ont envie de manger autre chose. Avant le maillon faible, qu'est-ce que tu faisais? Comment t'as atterri dans le milieu télévisuel? Alors, moi, je viens pas de la télé, ça, c'est clair, je viens de la radio. D'accord, ok. Voilà. Donc, moi, je fais de la radio depuis que j'ai 16 ans. Oh, Donc, waouh! j'ai 46 ans de carrière, je crois, ton arrière-grand-mère, rien qu'en carrière. Incroyable! Voilà. Oui, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Ma passion, c'était la radio, c'était la musique, c'était le rock. Je voulais faire du rock, je voulais être sur scène. Tu voulais être chanteuse? Ah ouais, je voulais être tout. Moi, je voulais être roadie, je voulais être technicien, je voulais suivre les groupes de rock avec les flight cases. Voilà. Après, je me suis dit, ça va pas être possible. J'adore. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se rapproche le plus du rock? Passer du rock. Donc voilà, donc à l'époque, tu ne t'en souviens pas, c'est normal, tu es trop jeune, mais les radios, il n'y avait que les radios, on va dire les grosses radios. Tu avais RTL, France Inter, Europe 1, un peu RMC, mais enfin beaucoup RTL. Ces gens-là avaient le monopole. Et il y a eu les radios libres. Et les radios libres, elles n'étaient pas autorisées, c'est-à-dire que les gens commençaient à faire des radios dans leur cuisine, dans leur salle de bain, dans les toilettes, mettre une antenne. Elles ont été brouillées, c'était interdit, c'est-à-dire qu'il y avait un brouilleur. Et moi, j'étais tombée amoureuse d'une radio qui était près de chez moi, qui s'appelait RFM, qui était brouillée. Et pour aider cette radio, Coluche était venu faire de la radio à RFM. Et moi, je suis arrivée après que Coluche soit parti, et j'ai été la première fille animatrice sur RFM. Il n'y avait pas de filles. Incroyable! Je crois que sur tout le paysage audiovisuel de l'époque, on devait être 3 filles. Enfin, audiovisuel. Audio, en radio, on devait être 3 nanas. Oh là là! Il n'y avait pas, parce qu'en fait, on trouvait que les voix de femmes, elles n'étaient pas, tu vois, c'était pas... bon, ça plaisait pas. Ok. Voilà, où tu faisais de la voix pour faire des trucs, pour parler aux auditeurs. Enfin, c'était pas... Et moi, j'ai dit, mais attendez, je connais la musique, c'est mon métier, je veux que ça soit mon métier, laissez-moi ma chance. Et RFM m'ont laissé ma chance, j'y suis restée très longtemps, 7-8 ans, quoi. Waouh! Voilà. Donc moi, je viens de la radio, donc c'est mon D'accord. vrai métier, la radio. Ok. C'est ma vraie passion. Je suis arrivée à la télé, je sais pas Comment, du coup? Alors, c'est rien, j'ai dû faire une chronique, une fois chez 1 ou 2 chroniques, je crois. J'étais beaucoup à la radio chez Laurent Ruquier dans une émission qui s'appelait Rien à cirer, où je faisais des sketchs tous les jours, avec d'autres comiques comme Virginie Lemoine, comme Laurent Gérard. On était vraiment tous les jours en direct, en public, devant 1000 personnes. On partait en tournée, on partait jouer à Lyon devant 4000 personnes. Ok. Il fallait être drôle, hein, je peux te dire, c'était rigolo. Puis j'ai enchaîné beaucoup les périodes où je travaillais pas, de misère, c'est un truc, la misère. Et on m'a dit, voilà, je voulais partir vivre en Angleterre, j'avais mis en vente ma maison. Je m'étais dit, j'en ai marre de la France. Je pars vivre en Angleterre, je trouverais bien un job là-bas. Bon. Et on m'a appelé, on m'a dit, il y a un casting qui est en train de se faire, est-ce que tu veux bien participer? Je dis, oh non, un jeu, quelle horreur, un jeu. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Mais tu connais pas, on m'a dit, ça s'appelle le maillon faible. Il se trouvait que moi, je vivais entre Liverpool et Paris. Ok. Et à Liverpool, je regardais tout le temps le maillon faible, parce que c'était un jeu anglais. Oui, purée. Et je me suis dit, ouais, faisons-le. Ils avaient épuisé toutes les animatrices de France. Et j'ai réussi le casting et je l'ai fait. Voilà. Et je suis restée très longtemps dans ce jeu. Mais j'ai atterri à la télé, en fait, comme ça. Mais moi, la télé n'a jamais été ma passion. Maintenant, j'aime profondément mon métier parce que moi, c'est un rapport avec les gens. Donc, en fait, dès qu'il y a du public, c'est un truc, c'est organique. Chez moi, j'aime les gens. Mais c'est vrai que la première chose dont tu as parlé, c'est le public. Mais oui. En vrai.
Et Mais c'est assez toi, ton rare. public, c'est important. Ah, mais oui. Bah voilà, moi, c'est essentiel. Moi, tu vois, je travaille pas en ce moment. C'est comme un coiffeur qui coiffe pas, bah, il n'est pas coiffeur. Un coiffeur, personne ne rentre dans son salon pendant 6 mois. Il se dit, je vais arrêter, je suis plus coiffeur. Oui, oui, Tu oui. vois. Mais quand tu te fais plus ton métier, tu n'as plus accès au public. Et c'est pas qu'une question d'argent, de travailler, de gagner des thunes. Ça n'a rien à voir. Ça te manque et tu leur manques. Oui, 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 je vois. C'est une vraie relation au final. T'as une vraie communauté, oui, tu oui, vois, oui. qui est triste, qui t'aime et qui te le dit, que tu rencontres quand tu vas au supermarché, que tu rencontres quand tu vas dans la rue. Et ça, c'est un truc, c'est triste. Voilà. Oui, oui. Mais c'est le public, c'est super important parce que c'est lui qui te fait. Bah oui. Et puis, en réalité, je pense que si tu respectes les gens qui te regardent, ils C'est te ça. le rendent bien aussi. C'est ça. Mais ils le Oui. sentent aussi. Oui. Ils le sentent Et vraiment. quand tu dis les gens, ils peuvent vite savoir quand tu les prends pour des cons, moi C'est je ça. trouve que c'est hyper vrai. Mais c'est hyper vrai même maintenant, hein, sur Mais oui. YouTube ou alors Mais oui. peu importe dans les podcasts et tout. Tu vois bien qu'il y a des podcasts qui sont. Mais bien sûr. Tout le monde veut faire un podcast. Moi, je veux super, welcome, mais un podcast, c'est une tannée. Enfin, je veux dire, c'est du C'est boulot. du travail, ouais, c'est c'est du clair. travail. Tu peux pas faire ça en disant, oh, j'ai le temps, je ferai un podcast. Tu dois travailler, tu dois préparer tes trucs, tu Oui, dois oui, te oui. dire qu'il y a un bon retour. Est-ce qu'ils C'est aiment de ce la que je fais passion, oui. C'est une passion. On peut pas le faire en se disant, c'est la mode, je vais faire un podcast. Parce que Mhm. les gens, ils croient pas. Bah oui. Ils En se vrai, disent, si oh, ça n'a pas de sens, les gens le sentent de Non. toute manière. Pour si moi, c'est ils pour sentent tout. refaire de ce que tu fais là, ce que tu faisais à la télé, Ça sert à ça rien. sert à rien. Voilà. C'est fou d'être aussi lucide. Moi, je trouve ça vraiment bien et hyper admirable en vrai. Mais C'est parce que je suis très vieille, hein, que je suis lucide. avant, Quand tu tu auras te mon dirais- âge, tu seras peut-être lucide aussi. Mais c'est parce que j'étais pas lucide pendant très longtemps aussi. Ah hein, ouais tu vois. Ah bah tu oui. penses que tu t'es un peu. Oui, oui. Je me suis bien assagie sur les inquiétudes. Ah, pas sur les inquiétudes, parce que je suis une inquiète notoire, mais ouais, quand tu vieillis, tu as plein de trucs dont tu t'en fous. Quoi. Mhm. Quand je fais pas des formations, mais quand je fais des trainings où j'ai des jeunes qui me disent qu'est-ce que vous me conseillez Tu fais du consulting Ouais. Ah, c'est bien. Ouais, j'aime bien rendre les gens heureux. J'aime bien avoir des gens qui viennent me voir en disant ça va pas, j'arrive pas à travailler, j'arrive pas à parler. Et quand ils ressortent, ils sont heureux et je suis contente. Mais je leur dis toujours ce que je vous dis ne perdez pas votre temps avec des gens qui vous font du mal, avec des gens qui vous rendent pas heureux, que ce soit au travail, dans la vie. Hein, parce que il y a très peu de gens qui changent. Que ce soit dans ta famille aussi, hein, c'est pareil. La vie est trop courte pour rester avec des gens qui te font du mal ou avec lesquels tu te sens pas bien. Il faut toujours écouter ce qui se passe. Son instinct. Ouais, tu sais quand tu es avec quelqu'un et tu te Tu te dis... sens pas bien. Non, tu te sens pas bien. En principe, je dis toujours ça, le truc intestinal. Oui, c'est vrai. Je te jure, T'as quand raison. tu sais, t'es pas Une boule au bien. ventre. Voilà, la boule au ventre, tu fais... Voilà. Et là, si tu y vas, c'est contre ta boule au ventre et là, tu souffres. Quand tu as fait le maillon faible, il y a eu un vrai engouement autour de ce programme. Je pense que tu y es pour une grande part. Qu'est-ce que tu as le plus entendu sur toi à cette époque-là? Mon Dieu. Parce que moi, je me souviens quand j'étais petite et que je regardais le maillon Je faible. te faisais peur. Non, oui, non. Ah bah si. Non, si, un C'est peu. tout le monde. On Ah, se disait, là, ouh là Jean-Marie là. Morin, vous me faisiez Oui. peur quand j'étais petite. Non, j'avais pas peur, honnêtement. Moi, je vous trouvais... Enfin, tu vois, j'ai envie de te vous voyez, c'est fou, hein. Ça, Je te- c'est ça, hein, ça c'est... Parce que t'es impressionné. Ah, c'est ça. Mais je te trouvais hyper drôle, Ah bah oui. sarcastique, etc. Oui, c'était un rôle. C'était un rôle, etc. Je pense que tu as dû essuyer pas mal de... Ah oui, de c'était très dur. de Bah, critiques. c'était très dur parce que c'était une autre époque déjà. Oui, donc du coup, tu jouais un rôle, Ouais. mais qui ne te correspondait Ah bah pas. Ok. Alors peut-être il y avait une partie du rôle qui était un peu Que moi. t'aimais hein. bien. Oui, oui, oui. Ça, je dois pas... De Dark Tu sais, Laurence. Dark Laurent, le côté où tu te venges un petit peu. Si, forcément, il y a forcément une partie de toi vraie dedans. Hmm. Mais pas tout quand même. Mais il faut imaginer, on est en 2001, les gens n'ont jamais vu un jeu, déjà avec une animatrice qui ressemble pas aux autres animatrices, t'imagines? T'étais la seule? Ah oui. Ah bah Ok. oui. Ils se sont dit, elle est moche. Il y avait des couvertures de journaux qui m'appelaient la chienne de Buchenwald. Ouais, truc, déguisé en porc. C'est pas bah vrai. oui, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Mais je Oh disais, là bon, là. ouais, c'était Mais très dur. C'était hyper C'était trash. hyper trash. J'étais pas dans les normes de la beauté. Et en plus, j'envoyais péter les candidats. Donc t'imagines le... Tu penses qu'on t'a choisi pour ça? On t'a Alors, choisi non. parce On m'a- que tu rentrais pas dans les codes? Alors, il y a peut-être eu de ça, mais c'est surtout, c'était très dur à faire, le maillon. Ok. C'est-à-dire qu'il fallait rebondir tout le temps. C'était une mécanique très dure. On en faisait 3 par jour de 3 heures. T'imagines? Ok. Et pas une fois tous les mois. On faisait 75 émissions. Wow. Donc, il fallait tenir debout. Et il fallait tout le temps dans le rôle. C'est-à-dire, moi, je mettais mon manteau dans ma loge. Les candidats ne m'avaient jamais vu. Ils étaient dans le noir. J'arrivais sur le plateau, les lumières s'allumaient et on commençait l'émission.
Donc on a eu des accidents, on a eu des gens qui ont eu des malaises. C'est pas vrai. On a des gens qui sont tombés. Les Quand ils t'ont pommes. vu? Ah ouais, ils sont tombés dans les pommes. Ils ne voulaient pas aller sur le plateau. Oui, ils avaient peur. Puis après, il s'est rentré dans les mœurs. Tu vois, D'accord. ils avaient envie de venir s'amuser. Mais oui, c'était un rôle. Donc les gens là, dans la rue, ils me traitaient de tous les noms. On me cassait mon portail. On m'a servi un jour un café dans un restaurant avec du piment et de la javel dedans. Je te crois pas. Je te jure. La marque du restaurant a dû s'excuser en disant on vous offre 2 repas gratuits. Je Ouais, dis, bah, j'ai même super. pas porté plainte, tu vois. C'était très dur de sortir. Je sortais avec une casquette. Je me faisais, mais les gens me hurlaient dessus dans les magasins. C'est très dur. Ce rôle-là, on te l'a imposé ou alors c'est toi qui l'as fabriqué Non, au fur et à Il mesure? était imposé par ce qu'on appelle la Bible. C'est-à-dire, tu sais, dans chaque jeu, quand tu achètes un jeu, celui-là c'était un jeu anglais de la BBC. Oui, de la BBC. Ouais. Tu as une Bible qui vient avec ça. C'est comment dire, un mode d'emploi. Ok. C'est-à-dire l'animateur doit faire ci, l'animateur doit être habillé comme ça, l'animateur doit... Et tu as la BBC qui vient dans chaque pays vérifier que tu le fais bien. Parce que le maillon faible a été vendu dans plein de pays. Moi, D'accord, j'ai ok. même formé l'animatrice libanaise à qui on n'expliquait rien et qui savait même pas ce qu'elle devait faire. Donc, Ok. elle était venue me voir et elle avait fait un training dans mon émission. Mais c'était une Bible. Il fallait que la lumière soit comme ça. Il fallait que tu sois... Bon, après, on t'obligeait pas à t'habiller avec des lunettes. Mais moi, j'étais arrivée au casting. On avait découvert un mois avant que j'étais myope. Pas beaucoup. Et donc, mon ophtalmo m'avait dit, il faut porter des lunettes. Donc, j'étais passée à Carrefour, tu vois, où il y avait Ouais. les lunettes pas chères. Ouais. Et j'avais acheté les moins chères, qui étaient des horreurs, tu sais, en plastoc, Ouais. comme ça. Voilà, j'étais venue, il faisait très chaud, c'était l'été, le casting. Et j'avais une grande robe, une espèce de grand kimono noir. Et en dessous, ce qu'on voit pas au casting, parce que j'ai des images du casting, je suis en sandales. J'ai des sandales et j'ai du vernis à ongles bleus. D'accord, Bon. ok. Et ce personnage-là, il a plu. C'est-à-dire D'accord. que habillé comme ça avec les lunettes, ça ressemblait un peu, mais j'avais pas fait exprès à la fille qui faisait ça en Angleterre. Mais en fait, t'étais pas obligé d'être comme ça. D'accord, ok. Et la plupart des pays avaient choisi des acteurs pour faire ça. Ok. Et ça n'a pas marché quand c'était des acteurs. Parce que l'acteur, même s'il est génial, souvent il n'a pas la répartie parce qu'il n'a pas de texte. Oui, bah oui, c'est ça. Et là, moi, j'avais pas de texte. Hein. Ça demande de l'improvisation. Voilà, c'est que de l'impro, totale. que de l'impro, que de l'impro. Donc voilà, et ça a été... ça m'a porté préjudice, ça a été très compliqué, mais à la fois j'aimais tellement le faire. Moi, je pense que t'aimais bien le faire parce que Oui, tu oui. voulais faire de la comédie de base. Voilà, c'est Donc ça, c'est c'était un rôle. un moyen d'avoir un rôle en réalité. Est-ce que t'as regretté d'avoir tenu ce rôle? Non, non, et encore moins aujourd'hui, parce que j'ai aimé le faire, j'ai aimé être avec des équipes techniques, j'ai aimé travailler. Moi, j'aime énormément travailler, donc c'était très lourd. J'étais contente, c'était quand même une réussite, donc tu es content quand ça Quand marche. ça marche. Et puis maintenant, je rencontre des gens dans la rue qui me disent « Oh là, faut que je vous dise, t'as un monsieur avec un costume et tout, avec son sac, et qui me dit « Je voulais vous dire, vous me faisiez très peur quand j'étais petit. » Mais vous avez quel âge 34 ans. Ah oui, ça marche. Bah oui, ça a 25 ans, donc t'imagines. Ouais, c'est culte. Hmm. C'est un jeu culte. Et puis là, il est repris par Olivier Mine sur M6 et ça veut dire que c'est culte, quoi. Voilà. C'est un Comment jeu. tes proches, ils ont vécu le harcèlement que t'as pu vivre? Parce qu'ils te connaissaient vraiment à cette époque-là. Ma mère tu très mal. rentrais, Ma mère très mal. Mon père était déjà décédé, mais ma mère n'était pas encore décédée. Elle a eu la période où c'était la plus violente. Elle passait son temps à aller au marché en Normandie en disant aux commerçants, vous savez, ma fille, elle n'est pas comme ça, elle est Oh. gentille et tout. Elle me disait, mais Laurence, il ne faut pas être méchante comme ça. Mais à la fois, elle me trouvait drôle, mais elle se disait, mon Dieu, c'est dur pour elle, quoi. Ouais. Elle avait du mal avec ça, ouais. Les réseaux sociaux, en ce moment, on les connaît, ils sont super durs pour le harcèlement en ligne. T'as pas vraiment vécu le harcèlement en ligne, tu l'as vécu en Non, direct. mais alors, en vrai. on nous écrivait. Là, alors, il y avait un service à la boîte de prod qui était chargé de trier les lettres d'insultes et de Ok. pas me les envoyer. Ok, Voilà. d'accord. Donc, je les recevais pas, en fait. Ok. Mais aujourd'hui, t'imagines avec les réseaux ce que je prendrais? Ouais, bah oui. Cher. Harcèlement en ligne, ça serait non-stop, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter le maillon faible? L'émission Ils s'est l'ont arrêtée. arrêté. Ils l'ont arrêté. Alors ça, tu sais jamais pourquoi une chaîne arrête quelque chose. Ils te disent que ça marche moins, mais ils ont envie de faire autre chose. Ils l'ont arrêté. Moi, j'étais très triste que ça s'arrête. Après, Malgré tout ce que tu pouvais vivre. ouais. Après, j'ai un peu de repos, c'était bien. Mais tu sais jamais pourquoi une chaîne peuvent te dire ce qu'ils veulent. Ils ont Ouais. envie d'arrêter, ils font autre chose. C'est pas très grave. Suite à ça, t'as été un peu mis dans une case, la case de... Des méchantes, ouais, des méchantes. Mais ce que j'ai fait pendant le maillon, j'ai fait de la comédie. J'ai écrit un
une série qui s'appelait Mademoiselle Joubert, où j'étais institutrice dans une école à l'île de Ré. On a fait 4 épisodes et qui ont cartonné, qui faisaient 10 millions de téléspectateurs, t'imagines. Waouh. Et donc les gens, c'était très étrange parce qu'ils voyaient le maillon, mais ils m'aimaient bien dans Mademoiselle Joubert, qui était super rigolote, qui Ok. était gentille. Je me suis dit, tu vois, ils savent totalement faire la part des choses. D'accord. Tu vois, ils savent t'aimer en méchante, mais ils savent t'aimer en gentille. Tu sais, c'est marrant, ça me fait penser à un truc, mais on a tendance à dire que dans les Disney, les femmes justement qui vont être grosses, qui vont pas être dans les codes de la beauté, seront Ouais. toujours les Bien méchantes. sûr. Est-ce que tu penses justement qu'on t'a choisi pour te mettre dans ça, ou alors que toi-même ça t'a plu aussi? Non, ça m'a plu. Et puis, comme je ne pouvais pas changer, de toute façon, j'allais pas perdre 20 kilos pour refaire le rôle. Et on me l'a jamais demandé. Hmm. On m'a jamais demandé. Moi, je dis toujours, c'est pas mes bourrelets qui ont eu du talent. Parce que après ce que j'ai fait, ça avait rien à voir avec le fait d'être grosse. Quand j'ai fait Money Drop, n'importe qui aurait pu le faire. Quand j'ai fait Mademoiselle Joubert, n'importe qui aurait pu le faire. Une fois que j'avais imposé mon style et que les gens avaient validé le fait qu'ils m'aimaient bien, tu peux tout faire. Mais évidemment, si on te caste dans un rôle que pour ton physique, c'est compliqué de t'en sortir. Il y a des gens, par exemple, très gros qui après ont maigri et qui n'ont plus de travail. Regarde la fille qui faisait Dirty Dancing. Elle avait un très grand nez. Elle se trouvait moche, c'était son droit. Elle s'est fait changer son nez. Elle n'a jamais plus travaillé. Parce que les gens l'aimaient avec son nez qu'elle n'aimait pas. Ok. Et elle dit que ça a été la plus grosse erreur de sa vie. Elle n'a jamais plus travaillé après. Et je pense que quand c'est ton physique qui ne fait qu'être là, bah forcément, quand tu changes ton physique, Tu perds une partie de ta bah, tu personnalité. perds, voilà. Ok, d'accord. Voilà. Il faut quand même avoir un peu de talent. Oui, oui, Tu bien vois, le sûr. physique ne suffit pas. Oui, oui, oui. T'as plus eu des critiques par rapport au fait que t'étais méchante plus que sur ton physique Oui, en oui, réalité. moi, j'étais horrible, j'étais méchante, j'étais affreuse. Mais bon, les gens il faut les excuser, ils n'avaient jamais vu un jeu comme ça. Hmm. Après, quand j'étais de moins en moins méchante au bout de 7 ans, les candidats disaient au casteur: oh, on est déçus, elle n'a pas été méchante avec moi. Ah ouais. Oui, ils étaient Ils y déçus. allaient un peu en, Ah ouais, en ils y allaient, sadique. oui, ils adoraient ça. Je sais pas combien j'avais de demandes pour faire l'émission à l'extérieur, tu sais, dans des trucs de société, dans des mariages. Ouais. On me demandait d'enregistrer pour des anniversaires, même maintenant. Hein. Ah ouais, je reçois en DM des demandes, mais je peux pas répondre à tout le monde. Est-ce que vous pourriez m'enregistrer? Vous êtes le maillon faible, Kevin, c'est son mariage. Non, je peux pas tout faire. Voilà, tu vois, c'est drôle. Ouais, je vois. Mais bon, c'est comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas méchant. Après, le maillon faible, t'as fait autre chose? Oui, j'ai eu une période un peu vide, et après j'ai fait Money Drop pendant 7 ans. Et est-ce qu'ils t'ont demandé d'avoir un rôle? Est-ce qu'il y avait encore cette Non. Bible? Du tout. Alors, il y a D'accord. toujours une Bible. C'était un jeu anglais. Au contraire, la fille qui présentait ça en Angleterre, c'est Davina McCall, que je trouvais un peu gnangnan. Donc moi, j'ai apporté le fait que j'ai beaucoup de mal à garder mon sérieux, que j'aime bien quand même être un peu caustique et un peu, voilà, pas me moquer des candidats, mais voilà, rire un peu avec eux, quoi. Donc on a beaucoup ri. Ça, je peux te dire que c'était très dur à faire, mais les plus beaux fous rires, c'est Money Drop. Ah ouais? Ah ouais. C'est ouais, là où ouais. t'étais le plus épanoui? Ah ouais, je pense que oui, parce qu'en fait, on était une équipe géniale, mais surtout, c'est qu'on ne connaissait pas. Tu sais, c'était des couples qui rentraient, donc la porte s'ouvrait, et les couples rentraient pour jouer. Mais moi, je les connaissais pas, donc en fait, on me disait jamais qui ils étaient. Donc, je les découvrais sur le plateau, et parfois, c'était magnifique. Voilà, avec les questions où on pataugeait allègrement. Enfin, c'était drôle. Et puis, bon, quand ils perdaient, je les consolais. Quand ils gagnaient, je les consolais aussi. Enfin, voilà, c'était beaucoup de câlins. Est-ce qu'il y a des moments où t'as été dégoûtée de la télé, de Oui. ce monde-là? Ouais, pas mal de fois, ouais. T'as En des ce moment, exemples? ouais, par Ah exemple. ouais? Oh oui, en ce moment, c'est compliqué. Oui, parce que moi, je me dis toujours, j'aurais aimé finir ma carrière en le décidant, tu vois. Ok. Quand tu décides d'arrêter les choses et de faire autre chose, par exemple, ou de faire rien, c'est ton droit. Mais quand tu as commencé si tôt et que les gens t'arrêtent pour une émission, ou arrêtent une émission sans raison, c'est douloureux parce que c'est pas de ta décision, c'est injuste, et tu dis, mince, je vais finir sur une note un peu pourrie, tu vois. Hmm. Ça, c'est dur. Mais oui, là, il y a eu des moments où la télé a été très... pas que la télé, enfin, je veux dire, le monde des médias est quand même un monde pas simple. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis dans le monde de la télé. Je peux t'assurer que j'ai des amis dans le monde du travail en général. C'est pas simple non plus. Ouais. Les grosses entreprises, elles ont rien à envier à la télévision. Hein. Ça se passe comme ça, et pour les femmes, et pour les gens qui la ramènent pas trop, et pour les gens qui se laissent avoir. Et dès qu'il y a un problème de hiérarchie, si ton supérieur hiérarchique est un con,
c'est compliqué. Par contre, si ton supérieur hiérarchique est ton beau-frère, c'est plus simple. Oui, bah oui, forcément. Voilà, mais c'est vraiment le milieu du travail aujourd'hui qui est dur. Ça, je le sais, parce que les gens m'en parlent, et ils ont une douleur de travailler qui est compliquée, quoi. Voilà. Et bon, après, les médias, c'est pas nouveau, ça a toujours été un petit peu comme ça. C'est d'abord été un métier d'homme, qui a ensuite été heureusement pris par les femmes, et qui s'en sont plutôt bien sorties pour pas mal d'entre elles. Mais je dirais que c'est un métier comme là, un métier où il y a de l'argent, où il y a de la lumière. Alors ça peut être la publicité, ça peut être voilà, et puis il y a plein de métiers comme ça où les gens ne sont pas heureux. T'as déjà senti que on a voulu, parce que t'étais une femme, soit te mettre dans une case, soit te forcer à faire quelque chose que tu Jamais. voulais pas? Moi jamais. Mais c'est peut-être aussi ma posture. C'est-à-dire quand tu as une posture particulière dans ton travail et que tu es irréprochable et que tu sais très bien faire ton taf, je défie quelqu'un de venir. Il peut essayer, hein, mais jamais personne n'est venu me dire quoi que ce soit. Jamais. Tu t'es déjà retrouvé à des moments où tu te disais qu'il fallait pas que cette personne, tu la remettes à sa place, mais que il fallait que cette personne comprenne que t'étais libre de faire toi ce qui t'entendait toi? Oui, je l'ai dit plusieurs fois. Alors, c'est souvent des produits à l'arrière. Hein, c'est pas des gens que tu vois, mais c'est ton choix. Après, tu peux ne rien dire. Il faut savoir qu'il y a toujours un risque quand tu remets quelqu'un à sa place pour lui dire non, je suis pas d'accord, je ferai pas ça, je trouve ça pas bien, que cette personne te dit on te prendra pas, on va prendre quelqu'un d'autre qui sera d'accord. C'est un risque. Le risque de dire non, c'est un risque. Mais moi, je préfère dire non qu'après regretter d'avoir dit oui. Tu vois. Oui. C'est important de se dire que tous les oui ne mène pas à des choses où tu vas bien dormir le soir. Toi, t'as toujours, tous les soirs bien dormi. Alors, j'aimerais bien te dire tous les soirs j'ai bien dormi, mais j'ai jamais eu honte de ce que j'ai fait. Voilà. Ok. Faut pas avoir honte de ce que... Ça vient vite, tu vois, de te dire j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû me comporter comme ça. Ça, tu dors pas bien le soir comme ça. Ça, j'ai accepté ça alors que finalement, est-ce que c'est bien pour moi? Mais il faut vraiment faire très attention, ça va très très vite. Les réputations, en plus, vont très, très vite. Et alors après, tu travailles plus. Hein. Voilà, oui, bien parce sûr. que t'as telle ou telle réputation, c'est un poster que tu te trimbales au-dessus de ta tête. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir, il ne faut pas tout accepter. Loin de là, il faut toujours se demander, est-ce que ce soir, ça va être un... Je ne vais pas regretter ce que j'ai dit, ce que j'ai accepté. C'est important. Je pense que c'est dans tous les métiers aussi. Hein. Est-ce que tu dirais que le monde d'Internet, il est beaucoup plus libre qu'à la télé? Quand c'est toi qui produis, et quand c'est toi qui invites les gens, et quand c'est toi qui as ta ligne éditoriale, oui, tu dépends de personne. Moi, quand je fais une émission de télé, je dépends de tout le monde. Je dépends du directeur des programmes qui a dit « Ok, c'est elle qui va faire cette émission » ou pas. Je dépends du producteur qui est dans le cas régie et qui est à l'oreillette et qui me dit « Pose pas cette question à lui. » Tu dépends de plein de gens. C'est des strates sans fin. C'est en fait, ce qui est intéressant sur Internet, c'est que c'est du producteur au consommateur. Toi, tu fais ton truc, tu le montes, machin, et tu le livres à ta communauté. Court. C'est un circuit court. Ouais, c'est vrai. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. À qui tu dois quelque chose, toi? Pas grand monde, tu vois. À ta communauté, qui te le fait savoir en direct dans les commentaires en disant j'ai pas aimé ça, ouais, ça c'est super, etc. Donc en fait, c'est raccourci. Mais on n'a plus cette liberté-là en télévision. Plus du tout. Sur Internet, on a tendance à mettre les femmes, je trouve, ça fait 10 ans maintenant, 12 ans que je fais ça, on a toujours tendance à mettre les femmes en rivalité. C'est un truc oui, qu'on ressent, peut-être un peu moins qu'à la télé, mais tu me diras. Mais par exemple, quand on va à certains endroits ou autres, ça va être « Ah, mais en fait, c'est elle qui est plus belle que elle, c'est elle qui a une plus belle robe que elle, mais elle... » Et en fait, c'est un truc qu'on constate pas chez les hommes. C'est un truc qu'on voit pas chez les hommes. On va pas dire « Ah, mais lui, à cet event... » Moi, ça m'est déjà arrivé. Pas mal d'events que je fais, c'est des événements pour des marques ou autres. C'est « Ah, mais une telle, elle est mieux qu'une telle. » Alors que nous, quand on arrive dans ces événements-là, en tant que femme et en tant que créatrice de contenu, on se trouve toutes belles, on se dit toutes qu'on essaye de se soutenir. Et le public, j'ai l'impression, a tendance à vouloir tout le temps nous diviser ou nous mettre en rivalité. Ouais. Est-ce que c'est un truc que toi, tu as ressenti à la télé? Que j'ai ressenti, moi, non. Je me suis jamais sentie en rivalité avec qui que ce soit. D'abord parce que ça m'intéresse pas de l'entendre, on me l'a pas fait sentir, mais je pense que ça peut être créé, oui, par non pas le public, mais par des producteurs ou des gens en backstage. Oui, ça peut être créé de te dire attention, si toi tu fais pas ça, l'autre va le faire. Elle est plus jeune, elle est plus jolie. Tu vas te faire. Ouais, il y a quelque chose de ça. Mais moi, j'ai pas vécu.
Tu vois, c'est pour ça qu'il faut s'imposer en étant quelqu'un d'unique. Qu'est-ce que tu en as affiche après? Il y aura toujours plus beau, plus mignon, plus jeune que toi. Donc, c'est pas très grave. À partir du moment où toi, tu as ton expertise et que personne ne peut faire ce que tu fais, tu es unique. Qu'est-ce que tu t'en fiches? L'autre, elle a une robe. Voilà, ça n'a pas de sens pour moi. Quand tu es unique, on peut rien te faire. Et toi, t'as toujours senti que t'étais unique, donc sans Ah oui. aucune rivalité, quoi. Bah, la preuve, tu vois. La preuve, je suis une queen. Non, je suis pas une queen. Non, 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 non. Non, non, mais oui, j'ai toujours senti que c'était très... oui, parce qu'on me proposait des choses qu'on n'aurait jamais proposées à d'autres, parce que je savais le faire. Mais après, il faut travailler, c'est-à-dire que tu peux pas dire « je suis unique » et rien faire derrière. Il faut que tu sois sûr de ce que tu vas proposer. Il faut que tu sois sûr du taf que tu vas faire. Voilà, c'est du travail, c'est pas... ne vous inquiétez pas, je sais faire l'émission, n'importe quoi. Voilà, il faut que tu sois sûr du travail que tu vas proposer. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours des gens pour diviser, surtout les femmes, parce que mais je pense que dans le milieu du mannequinat, c'est pareil, dans le milieu du make-up, c'est pareil, dans le milieu de tout ce qui est... On essaie de diviser les femmes en disant, voilà, tu t'imagines que ça doit être dans la famille des Kardashians. Ouais, il y en a toujours une qui est plus belle que nous, machin. Oui, oui, oui. Oui, mais ça touche, je pense que c'est vrai. Est-ce que tu as eu des retours de la part de personnes grosses qui te regardaient Oui. et qui se disaient qu'ils se sentaient représentées? Oui, il n'y en avait pas. Il y avait personne à la télé. Moi, j'ai le souvenir de Marianne James. Oui, mais... oui, ma copine Marianne, nous, on n'avait personne. Hein. C'est-à-dire que quand on regardait la télévision, des gens qui étaient de notre taille, il n'y en avait pas. Tu imagines bien les problèmes que ça a posé, par exemple, pour s'habiller. Parce qu'aujourd'hui, on voit Olympe qui sont des queens et qui représentent des marques fabuleuses. Moi, je me souviens, en 2002, avoir fait un prime sur TF1 où on a fait plus de 10 millions de téléspectateurs. Et je ne pouvais pas tout acheter comme vêtements, parce qu'on t'en prêtait pas, il n'y en avait pas. Donc, Et je voulais simplement avoir un collier que j'avais vu, qui était d'une grande marque de haute couture. Donc, on est passé par les attachés de presse qui nous répondaient jamais pour nous dire est-ce qu'on peut lui prêter. Jamais, jamais, jamais. Et un jour, au bout de 3 semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, mais écoute, je vais te le dire, l'attaché de presse a dit que la marque voulait absolument pas que ça soit porté par toi. Parce que t'es pas belle, t'es grosse. » Oh là là. Donc, nous, on a enfoncé les portes avec notre tête, quoi, avec Marianne. C'est-à-dire qu'on s'est imposé et les vêtements, on les faisait faire sur mesure. Il n'y en avait pas vraiment. On allait à Londres, parce qu'à Londres, ils avaient tout compris. Tu vois, et il y avait aux États-Unis, on ne pouvait pas y aller, c'était trop loin. Mais à Londres, on allait chercher avec notre valise. C'est à Londres que vous alliez vous habiller pour moi, pouvoir, oui. J'allais chercher des trucs à Londres. Il n'y avait rien en France. Aujourd'hui, il y a presque tout. Et puis maintenant, il y a Internet, donc tu peux taper, tu te commandes des trucs. Il faut savoir que nous, on leur a ouvert la porte avec notre tête, hein, parce qu'on n'avait rien. Moi, je me rappelle que les stylistes arrivaient, quand j'avais des primes, avec des fringues d'hommes. Tu sais, des idées belles. Elles ne trouvaient pas ma taille. Donc, même quand tu faisais du 50, 52, qui ne sont pas des tailles extrêmes non plus, moi, on m'amenait des vestes d'hommes, des chemises d'hommes dans lesquelles tu ne rentres pas parce qu'il n'y a pas la place pour la poitrine, de toute façon. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on a vécu. Donc, c'était dur. Et les filles m'écrivaient en disant oh, enfin, il y a quelqu'un comme moi. Il faut savoir que les Françaises, elles ne font pas toutes du 36. Ah non, tu vois, c'est clair. La taille, c'est 42, 44. Et quand elles font du 46, c'est quand même pas dramatique. Oui. Donc nous, on arrivait, Marianne, et on a vraiment souffert de ça. Il a fallu qu'on déploie des trésors de créativité. Hein. T'as un souvenir d'un pire moment qui a été lié à ça, où tu t'es dit, mais c'est pas possible, quoi. Par rapport quoi, au physique ? Oui. C'est pas possible. Par exemple, Marianne, elle pourrait te le dire. À chaque fois qu'on nous disait on a une super idée, on va vous faire un duo avec Marianne James. Je connais bien Marianne. Et dans ma tête, je disais j'attends la chanson. Nous sommes 2 sœurs jumelles. Ah ouais, ok. Ouais, ok. Mais on pourra faire autre chose. Non, 2 sœurs jumelles, c'est rigolo. Parce que Si, j'ai un souvenir, mais je le raconte dans mon livre. C'est que j'étais avec une comédienne très, 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 très connue, un peu forte aussi, comme moi, il y a très longtemps. Et c'était une productrice pas sympa du tout qui nous avait invités à déjeuner. Elle voulait nous proposer une émission un peu genre froufrou de Christine Bravo. T'as peut-être pas connu ça, mais c'était pour discuter de l'actualité avec des chroniqueuses. Elle nous disait, vous êtes tellement géniales toutes les deux. Donc nous, on était contentes. On n'arrêtait pas de nous dire qu'on était belles, géniales. Puis à un moment, à la fin, elle nous dit, ah oui, puis alors, il y en aura une qui va présenter avec vous. Elle nous donne le nom. Alors, je ne peux même pas te citer. C'est pas parce que je veux pas. Je m'en souviens plus. C'était une fille qui était très mimi, toute blonde, toute mince. Et moi, j'ai rien contre elle, mais on se regarde avec cette copine et on lui dit je sais pas, vous venez de passer 2 heures à nous dire qu'on est formidable, pourquoi elle vient présenter l'émission avec nous ? Comme si de rien n'était, elle nous dit il en faut quand même que j'en mette une belle avec vous. Voilà. Je vous jure que c'est vrai. Oh là là, quelle horreur. Je restais chez moi, je me suis dit
Voilà. Ah ouais, il en faut une belle parce que ça suffit pas. Quoi. Vous suffisez pas. Et c'est une femme qui a dit ça, tu vois. Oh, ouais. Les femmes, elles sont pas toutes gentilles entre elles Bah non. dans ce métier. Ouais, non, c'est clair, c'est un métier qui est agressif, quoi, en C'est vrai. agressif, c'est à la vie, à la mort. C'est pas tous pour un pour tous pour un, Tous pour pour tous. un, pour Voilà. tous, Non, ouais. c'est pas ça. Non, le côté famille, ça n'existe pas. La sororité n'existe pas. Faut pas rêver, ça marche pas. Moi, j'ai vécu des grands moments comme ça. Tu dis, oh, dis donc, c'est pas gentil. Et ça va, t'avais le recul et la confiance en toi de te le dire, parce que quand t'es jeune, Sur le moment, non. Ouais. Non, c'est impossible, on est bien d'accord. T'as fait Parce mal. On peut toujours se dire, Non. on s'en fout de ce que. Même moi, je le dis des fois, Ouais, mais non. quand je lis des commentaires et tout, ouais, on s'en fout, je m'en fous de ce que les gens pensent. En fait, au final, Mais on non, s'en fout pas vraiment. Ça marque. C'est une petite trace qui reste en toi. T'as beau te dire, oh là là, de toute façon, cette personne-là, elle s'est pas regardée, je l'ai même pas vue. Ouais. Ça se trouve, elle me parle, mais tu peux pas. Tu dis, mais pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi me dire un truc pareil? Quelle est l'utilité? Et tu gardes ça en toi. Donc ça, c'est dur. Comment t'as fait pour continuer à avancer avec ta confiance en toi dans ce milieu, justement? J'ai pris beaucoup de Lexomil. Ah ouais, t'as eu une dépression? Non, mais je n'avais pas vraiment confiance en moi. J'ai été très fragile là-dessus. Ça me faisait beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à chaque fois. J'avais beaucoup de mal à me dire « Mais regarde, tes audiences, elles sont fabuleuses !» Ben non, je me trouvais toujours pas assez bien. Voilà, j'ai jamais eu cette prétention de me dire je gère ». Aujourd'hui, je gère plus parce que j'ai pris du recul. Non, j'ai eu quand même de 20 à 40 ans, c'était pas simple. Maintenant, ça va. Mais c'est l'âge qui fait ça. On se le dit pas mal avec les gens de mon âge. On se dit « Qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Tu penses que c'est l'âge ou tu penses que c'est parce que maintenant, il y a moins cette pression qui existe toujours, hein, mais il y a plus, on va dire, cette tolérance qu'il n'y avait pas avant, en fait. C'est-à-dire que quand tu as 20 ans, tu acceptes de faire des choses, dans le boulot, je veux dire, 30 aussi, mais alors après, tu te poses la question, tu dis non, mais je vais pas accepter ça, je vais pas m'imposer ça, donc tu dis de plus en plus non. Voilà. Ouais, ok. Donc ça te libère un peu. Mais quand tu as un fond comme ça, un peu comme moi, qui ne suis pas une grande... je crie pas, je parle pas mal aux gens, j'aime pas qu'on parle fort sur les plateaux, je suis plus copine avec les équipes techniques qu'avec les autres animateurs. T'es hyper solitaire. Moi, je t'ai jamais vu dans une bande. Non, jamais. C'est un choix? Ben oui. Enfin, c'est un choix, ça me convient pas, la bande. Ok. Voilà, je suis pas très bande. J'aime bien être toute seule, donc ça c'est vrai, je suis une solitaire. Et puis les gens que je connais... ils font pas partie de ce métier déjà, donc ça c'est fait. Tu penses que ça t'a aidé à garder les pieds sur terre? Je sais pas, oui, je pense, mais je suis comme ça. Moi, je suis très terre à terre. J'ai l'impression de m'être toujours excusée d'avoir réussi parce que mes parents travaillaient énormément. Et après, quand tu commences à gagner un peu plus d'argent que tes parents, c'est très bizarre comme sensation. Ok. Tu vois, tu te dis, Je comprends. voilà, tes parents, tu les as pas beaucoup vus parce qu'ils ont travaillé tout le temps. Ils sont pas partis en vacances. Puis toi, premier truc, tu te fais un contrat, tu as un beau chèque. Donc j'en ai fait profiter absolument tout le monde autour de moi parce que j'avais l'impression que, 1, je le méritais pas. Ok. Voilà. 2, si les autres n'avaient pas autant que moi, ça me gênait énormément. Et comme j'ai été souvent entourée à 90% de gens qui n'avaient pas un rond, qui faisaient rien, ça s'est trouvé parfait. Voilà. Mais moi, j'ai un caractère où je suis très terre à terre. Tu vois, j'ai pas de belle voiture, ça m'intéresse pas, j'ai pas de bijoux, j'ai rien à moi. Ça m'a jamais intéressé. J'ai jamais pété un câble, tu vois. Ouais, je C'est vois. les gens qui gagnent de l'argent, d'un coup, ils ont la fortune, la gloire. Bon, j'ai eu la fortune, la gloire, mais tu peux très vite péter un plomb, je Ouais. suppose. Moi, j'ai jamais pété un plomb. Hein. Est-ce qu'on peut connaître ton signe astrologique peut-être? Moi, je suis taureau ascendant vierge. Ouais, bah voilà. Donc, je suis taureau, terre. Il n'y a, Terre, pas d'espace pour la fantaisie. Tu connais ta lune? Ah là, j'ai la lune en scorpion. Oh, ouais, bah oui. À la limite, l'eau, et ça fait un peu de boue Voilà. avec la et, terre. voilà. Et j'ai Mars en bélier, alors t'imagines. Ah bah oui, waouh. Voilà. Mais je suis terre. Moi aussi, j'ai Mars en bélier. Voilà. Mais c'est bien, ça fait des gens qui sont, Ah qui ouais, sont comme mais ça. tu vois, C'est un peu la guerre aussi. Hein, de temps ton en temps. énergie masculine, elle est forte. Très Moi, mon forte. énergie masculine, elle est forte. Ouais, c'est très fort. Taureau vierge. C'est peut-être pour ça que tu te laissais pas marcher sur les pieds aussi. Oui, je me laisse pas marcher sur les pieds, mais à chaque fois que je me laissais pas marcher sur les pieds, on disait de moi, elle est chiante. Bah non, je suis pas chiante. Tu sais juste ce que tu veux. Juste ce que je veux, je ne veux pas faire ça. Oh, elle est chiante, donc elle est pas... Ah bah oui. C'est-à-dire, tu sais, une femme, quand elle dit ce qu'elle veut pas faire, ce qu'elle ne fera pas, et que c'est pas juste, et qu'elle explique pourquoi, Ouais. c'est une emmerdeuse. C'est fou parce que, tu vois, j'ai fait un épisode avec Enora et on a le contre-exemple de toi. Enora, elle a été tout de suite dans elle voulait plaire, elle voulait faire.
etc. C'est bien qu'on t'ait aussi pour avoir un exemple aussi contraire de quelqu'un qui a moins réussi à se faire manipuler, parce que c'est un milieu de manipulation aussi, hein, en vrai, Ça de peut séduction, l'être, ouais, ouais. de manipulation, quand tu tombes sur peut-être les mauvaises personnes au mauvais moment. Est-ce que tu penses que tu as eu de la chance ou c'est réellement toi qui, de par ton énergie, de par qui tu es et de par ta force de caractère, qui a empêché les autres de vouloir aussi te modeler à quelque chose? Alors, moi là-dessus, je suis très claire. Je ne pense pas que la télé rende fou ou rende dingue Ouais. ou te fasse faire des choses que tu ne veux pas faire. Ok. Je pense, j'ai assez d'exemples sous les yeux pour te dire que les gens qui ont mal agi à la télévision, ou qui ont pété un câble, ou qui sont connus, que le public pense gentils, mais qui sont des horreurs, en vrai, ce sont des gens qui ont un terrain comme ça. Ils l'auraient été s'ils avaient travaillé dans une banque, s'ils avaient travaillé Carouf, ou s'ils avaient... Tu vois, je veux dire, ils sont comme ça. La télé, elle met juste le doigt sur le bouton où tu peux imploser. Ok. C'est vraiment ça. Parce que des femmes et des hommes, j'en connais plein dans ce milieu, qui sont sympas, qui sont cool, qui ont du succès, qui ont de l'argent peut-être, j'en sais rien, mais qui sont honnêtes, qui font pas de mal aux autres. Il y en a. Quand tu prends la liste des gens qui ont pété tu te dis, c'est qu'il y avait quand même un petit terrain qui a été exacerbé par ce média. Voilà, il a pas fallu grand-chose pour les transformer en monstres. Mais en fait, au final, c'est pareil avec l'argent. L'argent, ça rend les gens mauvais, mais c'est de base, c'est s'ils Ben oui. étaient déjà mauvais, ça les aurait rendus mauvais quoi qu'il, en règle générale. Mais- Quelqu'un de mais bon, tu lui donnes totalement. de l'argent, Ben voilà. il reste bon en réalité. Voilà, Mais, c'est ton terrain à toi, ouais, c'est bien ta sûr. personnalité à toi. Ou c'est comme par exemple les personnes qui souffrent soit de dépendance affective ou alors qui souffrent justement de manque de confiance en elles. La télé, ça va venir appuyer cette chose-là Ah ouais. et c'est ce qui va faire que ces personnes vont être facilement manipulables. Oui, Ou, et vont ça aurait souffrir. pu- Et ça vont aurait pu souffrir. être- ça aurait pu être dans un autre métier, hein, bien évidemment. Mais oui, mais ils vont souffrir. Mais vont souffrir Bah aux oui. yeux de tous Mais et oui. peut-être ressembler à quelque chose qu'ils ont peut-être pas envie Voilà. pour plaire. Et ça à va tout très le monde. vite, hein, parce que tu sais, surtout quand tu fais partie d'une bande. Parce que quand tu fais partie d'une bande, moi j'ai fait partie d'une bande, tu vois. J'ai dans l'émission de Laurent Ruquier, on était une vingtaine de C'était chroniques. avant, on a tout essayé. Alors oui, bien avant, c'était dans les Ok. années 90. C'était vraiment un énorme succès sur France Inter. C'était la première émission avec plein d'humoristes. Et quand tu fais partie d'une bande, t'es protégé. Tu vois, moi je faisais des textes, je disais des trucs affreux sur les invités, mais les gens riaient. C'est-à-dire les gens, il y avait 4000 personnes qui étaient mortes de rire. On jouait à Lille avec des gens qui avaient des banderoles, Laurence, machin. Tu t'en peux plus, quoi. T'es porté par la bande. Ouais. Et puis t'es protégé par le chef de la bande. Mhm. C'est-à-dire que lui, il va dire fais ton texte, etc. La bande, c'est très particulier parce que si tu te sens cocoon dedans, ça te donne la permission d'être un autre personnage. Il faut faire très Je vois. attention. Le Voilà. personnage qu'on a voulu t'attribuer ou Voilà. pas. Donc il faut être très raisonnable, tu vois. Il faut faire attention de pas dépasser les limites, de pas se laisser emporter. Si tu te laisses emporter, une fois que tu es sorti de cette bande-là, bah, tu travailles plus. Parce que tu as la réputation d'avoir été cette personne-là dans la bande. Heureusement, moi, ça m'est pas arrivé. Mais moi, je sais que j'ai retrouvé mes textes que je faisais dans l'émission de Ruquier. Je pourrais plus les faire aujourd'hui. Hein. Mhm. C'était horrible. C'est des choses affreuses sur les invités. Mais on faisait rire. Alors, qu'est-ce que tu veux? Quand tu fais rire, ça pardonne tout, souvent. Mhm. Il faut faire très attention. Puis à un moment, je me suis dit, oh là là, non, je peux plus dire ça devant les gens. Je peux plus. Ça me fait du mal, quoi. Ça me fait du mal de faire du mal aux invités qui viennent. Moi, après, j'ai été invitée dans des émissions et quand on faisait des trucs drôles sur moi, ça me faisait du mal aussi. Ouais, Donc, bah tout d'un coup, oui. tu comprends, tu vois. Ouais. T'as C'est un truc qui doit se faire. côté un Mais peu il faut empathique. faire très attention. Mais je pense que c'est tous les métiers un peu, tu sais, publics, où il y a une bande aussi, où il y a la lumière, où on te dit, mais si c'est drôle, vas-y. Il faut avoir un recul. C'est l'adrénaline aussi. C'est l'adrénaline. À celui qui T'es fait le plus emporté. rire, ouais. T'es emporté. Est-ce que tu dirais que c'est l'entourage qui a fait que justement t'as pu ne pas te laisser emporter par tout ce mouvement? Je dirais que c'est la façon dont j'ai été élevée. Hmm. Certainement. Alors, mon père n'a pas connu la période télé. Bon, il est mort avant. Mais ma mère, elle me ramenait toujours à la réalité. Hein. En gros, ici, t'es personne, quoi. Tu vois, t'es pas, Ouais. t'es pas Laurence Boccolini, du Maillon. Voilà, tu vas débarrasser la table comme tout le monde. À aucun moment t'as eu un truc de te dire je suis une star? Non, mais non, jamais. Tu sais quoi? Je le regrette. T'aurais kiffé te la péter un peu? J'aurais kiffé me la
pété. J'aurais kiffé, je sais pas, péter de l'argent, m'acheter un truc. Je sais pas, Mais il est pas trop tard. Non, mais si. M'acheter, je sais pas les marques de voitures, dites n'importe quoi, une Porsche, une Ferrari. Non, j'avais pas d'argent pour la Ferrari. Mais tu sais, de dire, ouais, payez-moi, allez, moi je vous fais des photos, on me l'a proposé. Hein. J'accepte, je vais aux Maldives 3 semaines, je veux aller aux Maldives. Mais jamais. Moi, j'étais, oh non, 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 non. Mais aujourd'hui, je suis heureuse de pas l'avoir fait parce que c'est un truc très bête que je vais dire, mais je vais le dire. La bienveillance et la gentillesse, ça meurt jamais. On oublie tout de toi dans ce métier. Tout. On n'oublie jamais que tu as été gentil avec les gens. Ça, moi, j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent, je me rappelle, ma maman vous écoutait, elle vous aimait, vous lui avez écrit, vous lui avez répondu un jour, j'oublierai jamais. Vous avez été voir cette personne à l'hôpital parce que vous avez écrit. C'est un truc, je l'ai jamais fait à contre-cœur, je l'ai jamais fait pour qu'il y ait des caméras. D'ailleurs, il n'y a jamais de caméra. Je l'ai jamais fait avec des photographes. Je l'ai fait parce que pour moi, c'était important. Ben ça, quand on te le renvoie maintenant, tu dis, j'ai pas raté ma vie, dis donc. Parce que ça, c'est une mission sur Terre de rendre les gens heureux. Je te jure, il n'y a que ça. Ouais, Surtout en ce moment. C'est ça qui t'a le plus comblé dans toute ta carrière ? Ouais. C'est qu'on me dise, vous m'avez tellement fait rire. Ça, bon, quand tu es un peu humoriste, ça te fait plaisir. Quoi. Ouais. Tu dis, voilà, vous m'avez fait rire. Et quand ma fille me dit, maman, t'es drôle, pour moi, c'est le plus beau compliment. Et que les gens me disent, oh là là, mais vous êtes gentil. Bah, tu vois, gentil, c'est un mot bête, mais c'est... Finalement, vous êtes gentil, c'est important. Je pense pas qu'il y a un restaurant en France qui peut dire « Putain, elle est rentrée dans le restaurant, elle nous a fait chmire, tu vois, elle était avec tous ses potes, elle nous a envoyé les plats. » Non, parce que moi, j'ai pas été élevée comme ça. Je pense que l'humilité, c'est essentiel. Oui, c'est vachement dû à là où tu as grandi. Oui. Comment tu as été élevé. Oui. C'est pour ça, je pense aussi que tu as eu peur de mettre de l'argent dans des choses un peu farfelues, te faire kiffer. Ouais. Parce que je pense que tu as dû aussi, sans doute, voir tes parents ne pas kiffer. Ah bah ils ont rien kiffé de leur vie. Donc, rien. Ça t'a un peu mis dans ce contexte-là ils de ont rien dire... kiffé. Oui. Mes parents, ils ont rien vu passer. Hein. Ils ont vu leur vie. Ils ont travaillé tout le temps. Et je les ai pas vus un sou. C'était pas... Alors, par contre, attention, ils étaient économes, mais ils m'ont gâté pourri. Ils ont tout fait pour que j'ai tout. Et c'était important d'avoir, toi, que je fasse du ski, que j'apprenne à nager, que j'aille en vacances. C'est important, c'est pas n'importe quoi. Oui, c'est clair. Et ça surtout, coûte cher, hein. pour que quand ils disparaissent, je n'ai rien, il n'y a pas de dette, il n'y a rien à payer. Ça a l'air bête, mais c'est des gens qui ont prévu leur départ. Ok, waouh. Tu vois, leur vie était calculée, en fait. Leur vie était calculée, elle n'a pas été très drôle. Et puis quand ils ont vu que je voulais faire de la musique absolument, ils se sont pas battus. C'est-à-dire, ils m'ont pas dit non, tu iras faire des études. Ils savaient que tu avais le luxe de pouvoir le faire. Ouais. Ils m'ont dit juste, est-ce que tu pourrais passer ton bac, s'il te plaît? Bon, ok. Mais en même temps, je faisais de la musique. En même temps, pour mon anniversaire, on m'avait offert une petite table de mixage. Trop stylé. Quel parent fait ça, tu vois? Bah ouais, bon, voilà. Et ils se sont pas battus. Ils ont dit, c'est son truc. Tu vois, c'est une autre génération, ils auraient très bien pu dire c'est n'importe quoi, arrête. Ouais, mais non, clair. ils ne se sont pas battus, ils se sont dit si elle veut travailler, et moi je voulais tout de suite travailler. Ouais. Je voulais passer mon bac, je voulais pas faire de grandes études, je voulais tout de suite travailler, je voulais être dans la vie active. Si jamais il y a une fille qui nous écoute et qui a envie de se lancer dans les réseaux ou dans les médias, quel est le conseil que tu pourras lui donner? Bah, c'est plutôt à toi de dire ça pour que moi. Toutes les deux, on peut le dire, hein, ouais. Bah, toi, avec tout le recul que tu as et les 46 ans, 46 ans. de carrière qui t'ont fait et qui font la personne que tu es, je pense que tu as beaucoup plus de recul que moi sur les médias. Moi, j'ai un recul qui est différent, qui est plus il est digital, différent, mais il va se rejoindre au même endroit. C'est savoir ce qu'on veut faire. C'est pas tout d'un coup d'être pompé d'up en disant je vais tester un truc. Pas vouloir le faire pour les mauvaises raisons. Pas vouloir le faire pour les mauvaises raisons. Pas tout de suite vouloir le faire pour l'argent, parce que ça, c'est pas possible. Et surtout, ne pas le faire comme ça, genre de temps en temps. C'est-à-dire, quand on veut quelque chose, il faut travailler, il faut s'y mettre, il faut réfléchir, il faut rencontrer des gens, il faut être humble, il faut accepter que des gens vous disent c'est pas bien. Si tu n'acceptes pas la critique, c'est dur. Mais alors, il y a des gens qui vont te le dire plus ou moins gentiment, mais accepter que ce que tu fais, la première version de ce que tu as fait, c'est pas génial. Ouais. Bah, peut-être en faire une deuxième. Tu vois. C'est ça, c'est surtout de se dire ça va pas arriver tout de suite en 5 minutes. C'est très rare, hein, le succès. Ça arrive, ok, mais c'est pas... Ça arrive beaucoup, mais généralement, en tout cas, dans mon domaine, c'est vite éphémère. Voilà, c'est très rare, en fait. C'est éphémère. C'est plus une ascension qui fait une descente brutale et... la télévision, c'est pareil. Hein, c'est gens qui arrivent tout de suite et qui, tout d'un coup, il n'y a plus rien derrière. C'est vrai, c'est voilà, vrai. donc, c'est de se nourrir aussi de l'expérience des autres. C'est d'accepter aussi d'aller voir
les choses se faire. J'en sais rien, être assistante, accepter de ne pas être... voilà, faire un job à côté. Moi, j'ai fait des trucs, j'ai assisté à des émissions de radio pendant toute ma jeunesse, j'étais pas payée, je faisais des jobs à côté parce que je voulais voir comment on T'as fait faisait. quoi? Bah, je faisais des jobs pourris, mais bon. Mais en même temps, j'allais à RTL voir. Tu veux pas le dire? Si, j'ai fait télexiste. Tu sais pas ce que c'est. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de fax. Ça, c'est un grand truc. Ça n'existe plus. Donc, en fait, il n'y avait pas de fax. Donc, par exemple, les nouvelles, tu étais dans une rédaction pour avoir des nouvelles du Liban, un truc. Il n'y avait pas de fax. Donc, en fait, c'était des téléx. C'est-à-dire, c'était des machines qui transmettaient en direct des textes tapés sur une espèce de petite bande. Et la bande, après, tu la mettais dans un appareil et ça faisait une transcription. Ok. Donc moi, j'étais télexiste. Après, j'ai travaillé dans une boîte d'un copain de mon père où j'adorais ça. Il m'avait tout fait faire. La comptable, je faisais n'importe quoi, je faisais des bêtises. Mais à côté de ça, je savais qu'il fallait que je trouve un stage, une espèce de stage, un truc pour comprendre comment les choses marchaient. Ça, Ok. t'es pas payé, t'es pas super bien traité. T'es dans les pattes des gens, faut être discret, c'est pas très Ouais, drôle. bien Mais sûr. j'apprenais. En fait, il y a quand même une période où il faut un peu apprendre. Ok. Et accepter qu'on te dise ah non, c'est pas génial, recommence. Ouais, ok. Voilà, c'est pas arrivé avec je sais tout. Tu vois, ça c'est Oui, c'est clair. problématique. Ouais, bah oui, il faut être courageux, ouais, Faut déjà être de courageux, se montrer. Voilà, faut Moi, être je vais courageux. rebondir sur quelque chose que tu as dit au tout début. Je pense que pour réussir soit à la télé ou soit sur les réseaux, je pense qu'il faut rester unique. Oui. Parce qu'en fait, tu vois, la question là qu'elle nous a posée, c'était comment faire pour pas rester dans des cases dans lesquelles on Il faut être va unique. te mettre. Quoi qu'il, ça arrivera. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler avec certaines marques et qui me disent ouais, mais en fait, on t'aime bien, mais est-ce que là, du coup, tu peux, je sais pas, plus t'attacher les cheveux ou plus faire ci, plus faire ça. Ça m'est arrivé, mais il y a très longtemps. Hein. Et en fait, non. On va toujours vouloir, quand tu es en représentation devant un public, Te transformer. te changer, te transformer pour ressembler à ce qui va le plus plaire. Mais en fait, ce qui plaît sur les réseaux ou alors à la télé, c'est d'être vrai, c'est d'être toi. Et en fait, je dirais que l'important, c'est de garder ton ton unique. Oui. Peu importe que tu aies l'air bizarre, peu importe que tu aies l'air différent, peu importe que tout le monde te dise « Ah, mais ce que tu fais, c'est nul. Ah, mais si tu es sûr de toi, sûr que ta place, elle est là, ça va être rare les personnes qui vont vouloir te mettre dans une autre case parce que tu es tellement affirmé dans la tienne que tu as réussi à Exactement. créer que du coup, Exactement. plus personne voudra te bouger. Et en fait, je pense que c'est un peu ton exemple Exactement. qui est que même si au début, tu étais dans un rôle qui t'a aussi porté préjudice, je pense, pour ta santé mentale pendant longtemps, ça a été quand même un terrain de jeu dans lequel tu t'es beaucoup amusé et pour lequel, justement, tu as réussi à t'extirper en faisant d'autres choses plus drôles, plus fun, en réussissant à montrer aussi une Faut que tu facette de ta connaisses ta personnalité. valeur de départ. Oui, voilà, c'est ça. Tu connais ta exactement. valeur de départ, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu veux pas faire. Il peut y avoir des petites modifications à apporter, tu peux les accepter. Se tester aussi, c'est se important tester, pour se connaître. Mais se changer complètement pour faire plaisir, Non. tu perds ton côté unique, tu perds ce qui va faire de toi Ton talent. peut-être la personne que les gens vont venir regarder. C'est vrai. Voilà. C'est pas s'abaisser, parce que c'est pas s'abaisser, c'est pas se transformer pour le plaisir des autres. Ouais. Parce que si tu te transformes pour le plaisir des autres ou pour la volonté des autres, ça veut dire qu'ils auront déjà transformé d'autres et que tu seras interchangeable. C'est ça, exactement. Bah écoute, merci beaucoup Laurence. Merci à toi. Vraiment, j'ai trop aimé cet échange. Merci. En tout cas, n'hésitez surtout pas à suivre Laurence Boccolini sur les réseaux, sur YouTube et autres. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast sur toutes les plateformes de stream. Cette vidéo sera disponible sur Spotify, Deezer, Apple Music, enfin bref, un peu partout, en plus des épisodes hebdomadaires qu'on a tous les lundis. On vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite. Bisous!